Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Moulet, cofondatrice de l'entreprise Supanoch. Bonjour Anne-Sophie et merci de prendre un peu de temps pour discuter avec nous aujourd'hui. Bonjour Xavier, je te remercie pour ton invitation. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc Anne-Sophie, la question traditionnelle pour commencer notre discussion, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch en quelques mots de Supanoch, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je vais essayer de le faire de manière, on va dire, synthétique et schématique, pour essayer de faire comprendre à tout le monde. Supanoch, nous, aujourd'hui, on est une entreprise de conseil où l'objectif, c'est vraiment d'apporter de la valeur à nos clients. Aujourd'hui, on va se baser sur 3 piliers. Le premier, c'est vraiment le pilier client, c'est-à-dire tout le process qui permet d'identifier le client jusqu'à commencer à collaborer avec lui et l'accompagner dans le temps. Donc, c'est ce que nous, on va mettre dans le côté ingénierie d'affaires. L'objectif, c'est de pouvoir aider nos clients, peu importe, on va dire, dans le process où est-ce qu'ils ont besoin de support. On va être en mesure d'intervenir sur potentiellement un audit qui va voir où est-ce qu'il y aura des failles, peut-être au niveau du processus, de la manière d'apprendre des sujets là. Mais en tout cas, le renfort global sur la gestion client et l'accompagnement à ce niveau-là. Le deuxième point, ça va être au niveau des produits et services. Bien évidemment, pour satisfaire un client, il faut aussi que son produit soit au bon niveau. Donc là, c'est ce qu'on mettra plus dans l'ingénierie de projet. C'est comment on aide nos clients à choisir les bons projets stratégiques qui vont permettre d'améliorer le produit ou d'améliorer l'entreprise et être en mesure de délivrer toujours un service au bon niveau. Donc là, de la même manière que ça coince au niveau des processus, procédures, des manières de faire, de la gouvernance associée, on va pouvoir accompagner à ce niveau-là. Et le troisième pilier, c'est vraiment au niveau de l'humain, que ce soit au niveau finalement du bien-être de nos clients ou du développement des produits. C'est des humains qui vont permettre de réaliser tout ça. Donc là, on va intervenir au niveau plus de la formation, du coaching ou du recrutement des talents pour nos clients qui vont leur permettre d'intégrer dans leur structure des talents qui vont embrasser leur aventure et qui vont permettre de se développer en interne. De toute façon, on viendra plus en détail là sur vos activités, mais maintenant, ce qui m'intéresse, Anne-Sophie, c'est de parler un peu de toi. Qui es-tu? D'où tu viens? Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à créer Supanoch? Beaucoup de choses. On peut-être représente la boucle va se boucler, tu vas voir. Donc moi, je suis Anne-Sophie Moulet. Je suis originaire de la Savoie. Donc, tu vois, au final, aujourd'hui, Supanoch est implanté à Haute-Savoie. On n'est pas bien loin. Retour aux sources. Improbable. Tu vas voir que c'est un concours de circonstances, mais effectivement, ça contribue aussi au bien-être au quotidien. Moi, je fais partie d'une famille de 4 enfants, donc j'ai eu la chance de me développer dans une famille, on va dire, nombreuse, où finalement, rapidement, tu comprends la collaboration et le travail d'équipe, que ce soit pour faire des bêtises ou pour prendre du plaisir dehors. Mais ça a été les premiers démarrages. Je dirais une adolescence derrière très sportive. Moi, j'ai été sportive de haut niveau. Je pense que ça contribue beaucoup aujourd'hui à qui je suis, la manière. Tu faisais quel sport ? De l'aviron. À ce moment-là, j'ai fait énormément de sport, j'ai fait de la natation, j'ai fait de l'équitation, mais c'est vraiment dans l'aviron où j'ai vraiment eu ce statut de sportif de haut niveau. Ça m'a appris énormément de choses que j'utilise au quotidien. On va se dire la vérité, tout le côté résilience, le côté échec, on remonte, on se pose des questions, on avance, travail au quotidien, être dans l'action. Donc ça a été, on va dire, une première partie de ma personnalité, qui fait qui je suis aujourd'hui. Derrière les études, donc moi, comme la plupart des gens, forcément 18 ans, c'est pas forcément vers quoi on veut aller. Donc j'avais déjà énormément de facilité dans les interactions humaines, assez curieuse, très sociable, aucun problème pour aller vers les gens. Donc le monde de l'entreprise et le côté vraiment gestion d'entreprise, interaction, me plaisait bien. Donc moi, j'ai démarré sur des études de management et gestion des entreprises. J'avais à l'époque choisi d'aller en IUT. J'avais fait ce choix parce que l'IUT permettait de faire un stage chaque année. Et c'est vrai que en échangeant avec des gens autour, je me suis aperçue que moi, ce qui me ferait gagner du temps et m'aiderait à choisir ma voie, ce serait d'être au maximum confrontée avec le monde de l'entreprise pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut y attendre, etc. Donc, ça a été la voie qui me semblait la plus intéressante. Derrière ça, j'ai souhaité continuer mes études. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus, mais à l'époque, ça s'appelait un IUP, qui était un prolongement d'un IUT et qui permettait du coup pour l'équivalent d'un L3, M1, M2 aujourd'hui, exactement le même principe, un stage chaque année, donc à chaque fois de plus en plus long, ce qui me permettait au final, moi, de sortir de mes études avec 5 stages. Et je trouvais que ça pourrait clairement m'aider dans le choix finalement
mon démarrage de carrière derrière, et également dans convaincre une entreprise que j'avais déjà fait en sorte d'acquérir un maximum d'expérience. Est-ce que tu avais déjà une idée du secteur dans lequel tu voulais travailler, ou c'est justement avec tes stages que tu t'es rendu compte que pour secteur industriel ou autre, c'était ça qui te branchait? Et ben exactement. Alors à l'époque, je savais pas exactement vers quel secteur d'activité j'avais envie d'aller. J'ai fait de la compta, j'ai fait de la finance. Tu vois, je me suis cherchée un peu. C'était super intéressant, mais c'est vrai que j'ai connu des modèles. J'ai fait un stage en banque, par exemple, donc le côté un peu carré, sérieux, représentation un peu guindé. Donc c'est vrai que ça m'a permis de voir un petit peu comment ça se passait, les attentes. Quelque chose m'a marqué déjà à ce moment-là, c'est le côté service client, le côté relation client, et j'ai décelé le côté il faut être au bon niveau en fait. Le service client, c'est très très important, que tu sois un expert comptable ou que tu sois un conseiller en banque, hein. La manière dont on accueille les gens, la manière dont on essaye de répondre à leurs problématiques et la manière dont on les suit. Donc je pense que tu vois, ça déjà à l'époque, ça m'a interpellée. Là où tout a basculé pour moi, c'est que j'avais l'opportunité de passer une année à l'étranger dans le cadre de mes études. Donc c'était ma 4e année en M1, et en 48 heures, j'ai décidé que je partirais à l'international. Alors pour la petite histoire, j'avais dit que je ferais jamais mes études à l'international, comme quoi on peut toujours changer d'avis, et je pense que ce sera un conseil pour tout le monde qui écoute ce podcast. Je pense que c'est important de se remettre en question et d'évoluer. 48 heures, j'ai décidé de partir, et j'ai eu l'opportunité de partir au Canada, au Québec plus précisément, dans une université pour 1 an. Donc j'ai fait une petite valise et je suis partie, et je pense que ça, après le sport, ça a été le deuxième virage dans la construction de ma personnalité et de ma carrière. T'avais pas envie d'aller à l'étranger, puis finalement t'as changé d'avis, en 48 heures, c'est assez soudain. Ouais, en fait, quand j'ai connu cette opportunité-là, je m'en souviens très bien, c'était un mercredi, et il fallait déposer les dossiers au plus tard le vendredi. Donc c'est pour ça que ça a pris 48 heures. Je me suis pas trop donné le temps de la réflexion. Je pense que quand je m'étais dit en tête que ça servait à rien, c'était la jeunesse, un manque d'expérience, un manque d'ouverture. Je pense que mes stages m'ont permis d'appréhender énormément de choses. Ma curiosité aussi, hein. De toute façon, à l'époque, on commençait à utiliser bien plus Internet, les outils qu'on a actuellement qui s'accélèrent encore plus. Donc, ouverture du monde. Et je me suis dit que finalement, à ce moment-là, j'avais envie de voir comment on pouvait aussi apprendre ailleurs. Et j'ai eu cette curiosité de me dire, t'as une super belle opportunité. Ton parcours te permet de faire ça, ton diplôme te permet de faire ça, ce serait vraiment dommage de passer à côté. C'est comme ça que j'ai décidé d'y aller. Bien évidemment, aucun regret. J'ai passé une année incroyable, sincèrement. J'ai passé une année où j'ai appris différemment. Donc, au Canada, la majeure partie des professeurs sont en fait des professionnels qui travaillent à côté et qui se dégagent du temps pour venir donner des cours à l'université. Donc ça a été un changement pour moi parce que les cours étaient remplis de cas pratiques de la vraie vie, de problématiques rencontrées, et en fait j'ai acquis énormément d'expérience sur plein d'autres secteurs d'activité, plein d'autres exemples d'entreprises, beaucoup d'études d'entreprises à succès. Je me souviens, on avait fait le Cirque du Soleil, on avait parlé de McDonald's, des choses comme ça, et du coup accélération pour moi dans l'intérêt du monde de l'entreprise, du côté stratégique, et du fameux cours en gestion de projet qui a changé finalement l'orientation de ma carrière, parce que depuis ce jour-là, je fais de la gestion de projet, qui est en fait mon cœur de métier premier. Et du coup, est-ce que comme en France, tu as fait un stage sur place? Tout à fait. J'en ai fait un. Alors, pas la première année, parce que la première année, j'étais encore dans le cadre de mes études en France. Après, tu verras que finalement, j'ai décidé de pas rentrer, de rester au Canada. Mais dans le cadre de ces études, je pouvais pas faire de stage. Par contre, je devais faire un projet pour une entreprise française à l'international. Et j'avais approché une entreprise qui, une entreprise de vin, qui produit du vin et qui, à l'époque, souhaitait exporter son vin au Canada. Donc en fait, ça a été mon fil rouge de aider cette entreprise dans toutes les démarches administratives pour comprendre comment on pouvait exporter au Canada, comment ça marchait, les échantillons, etc., etc. Et l'histoire racontera que 2 ans après mon travail, ça a pris 2 ans de démarche, mais aujourd'hui l'entreprise exporte son vin au Canada. Donc, ça a été une super fierté, en plus, a posteriori. Ouais, succès. Ouais, mais c'était vraiment intéressant parce qu'au final, l'entreprise comptait vraiment sur moi pour faire cette étude et pour comprendre comment ça marchait et pour avoir cette vraie volonté de finalement vendre ses produits au Canada. Et je pense que je me suis vraiment pris au jeu.
Peut-être pour ceux qui connaissent pas au Canada, le mode de fonctionnement pour vendre de l'alcool est très différent qu'en France. Il y a des monopoles de province et d'État. Enfin, c'est un peu plus particulier, quoi. Exactement, tout à fait. C'est la SAQ, c'est centralisé, c'est gouvernemental, c'est eux qui décident qui peut vendre son vin. Et après, c'est l'État qui a ses propres magasins où du coup les gens vont chercher l'alcool dans des magasins d'alcool, on va dire régis et pilotés par l'État. Tout à fait. Et donc après avoir essayé de vendre du vin, est-ce que t'as fait d'autres stages avec des entreprises canadiennes ou québécoises pour Tout à fait. À la fin de cette expérience que j'ai trouvée incroyable, un de mes profs m'a encouragé à postuler pour un MBA en gestion de projet qui était fait à Montréal. J'ai pas hésité, j'ai posé mon dossier, j'ai été acceptée, j'ai décidé du coup de finir mes études au Canada. Donc d'enchaîner avec 2 années supplémentaires. Et dans ces 2 années-là, j'ai fait un stage chaque année. J'en ai fait un premier à l'université Laval, qui est l'université qui est de la ville de Québec, dans la direction informatique. Donc la DSI de toute l'université qui venait de mettre en place un bureau de projet pour piloter de manière bien plus coordonnée l'ensemble de ces projets. Ils cherchaient un stagiaire pour construire et déployer une méthode commune pour tous les chefs de projet informatiques. Donc c'était super intéressant. Il fallait que je comprenne un peu d'où ils partaient, que je puisse auditer chacun des chefs de projet qui à ce moment-là faisaient chacun leur projet à leur manière, comprendre quelles étaient déjà les forces qui étaient en place, qu'est-ce qui manquait, et puis après développer des templates, des processus, des instances de gouvernance, monter un portefeuille projet, enfin vraiment pouvoir mettre en place toute cette méthode. Donc ça a été un premier stage super intéressant pour moi et responsabilisant puisque c'était vraiment mon devoir et j'avais un temps de 5 mois pour le faire. Le deuxième stage que j'ai fait, c'est chez Hydro-Québec, c'est l'équivalent d'EDF en France, dans la direction immobilier. Donc, c'était la direction qui gérait l'ensemble des bâtiments immobiliers de tout Hydro-Québec à travers le Québec majoritairement. Là, c'est pareil, ils étaient déjà très orientés gestion de projet, mais ils n'avaient pas de méthode commune. Il leur manquait des outils, on va dire fondamentaux comme des plannings types, etc. Et en même temps, ils avaient des chefs de projet qui étaient issus de la technique, donc qui pouvaient être très bons techniquement, mais qui n'avaient pas forcément toutes les clés d'un bon gestionnaire de projet qui va manager le transverse, faire le suivi, avoir le côté pédagogue, etc. Donc le rôle, il était double. Il était de compléter la méthodologie d'un point de vue toujours template, processus, gouvernance, et en même temps d'avoir des chefs de projet attitrés qu'on coachait pendant toute la durée de réalisation de leur projet. C'est super intéressant. Donc ça durait aussi un stage de 6 mois comme le précédent? Alors un peu plus long. Au début, c'était 6 mois. Hydro-Québec à l'époque m'avait proposé de m'embaucher. Moi, c'est vrai que j'avais déjà pris ma décision de rentrer en France, donc ce que je voulais faire, c'était poursuivre. Donc j'ai poursuivi. Au final, j'y suis restée 9 mois, je crois, avant de quitter pour rentrer en France. D'accord. Et t'es rentré en France pour des raisons, sans personnel ou pourquoi t'es pas resté au Canada à ce moment-là? Alors, je suis rentrée en France pour des raisons personnelles à l'époque. Donc voilà, c'était mon choix. Je vais pas tirer du tout un trait dessus. On verra que l'histoire dit que j'y retourne. Mais voilà, je suis rentrée en France avec un bagage incroyable et finalement énormément d'avance d'un point de vue gestion de projet et expérience professionnelle tout combiné. Et du coup, quand t'es rentrée, je suppose que t'as cherché un travail directement ou Tout à fait. J'ai cherché à travailler directement. Alors, pour l'histoire, moi, je suis rentrée du coup en septembre 2009, donc on était un peu en période de crise. Oui. Voilà. Et j'ai cherché à travailler directement. Pour être honnête avec toi, j'ai eu un petit choc des cultures, ce qui m'a permis de ne plus jamais l'avoir dans ma vie par la suite. C'est vrai que je sortais d'un pays très avenant, avec des gens très souriants, très polis. Alors fake ou pas fake, chacun jugera ça. Où finalement, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec beaucoup de gens qui râlaient, des gens qui n'avaient pas du tout un sens commercial, pas avenant, beaucoup de démarches administratives à refaire parce que quand on quitte la France 3 ans, plus personne ne nous connaît. Ceux qui ont fait le chemin te comprennent. Voilà, ils me comprennent. Donc c'est vrai que ça m'a un peu voilà, j'ai eu un petit temps de OK, c'est pas grave. Après tout, c'est mon pays, je le connais, tout va bien se passer. Recherche de travail alors ça s'est au final fait en 2 temps. J'ai rapidement, en cherchant du travail, rencontré une dame qui venait de créer son entreprise en gestion de projet. Donc je l'ai fait en version courte. C'était une ancienne professeure de gym au niveau université qui avait fait beaucoup de projets dans le cadre des universités dans lesquelles elle avait évolué. Une personne assez autodidacte en project management et qui, une fois qu'elle pouvait prendre sa retraite, se voyait pas du tout arrêter. Elle avait vraiment une passion pour ce côté projet, pour ce côté transmission, et elle venait de créer sa structure pour former des professionnels à l'université en gestion de projet.
Donc elle, à l'époque, elle pouvait pas m'embaucher. Par contre, c'était le début du côté auto-entrepreneur en France. Donc, moi, j'ai saisi l'opportunité de créer mon statut d'auto-entrepreneur rapidement et de commencer à l'aider. Bien évidemment, en parallèle, je continuais à chercher un CDI, c'était vraiment mon objectif, mais ça me permettait d'être sur la continuité de ce que j'avais appris, ça me permettait d'apporter énormément de valeur parce que moi, j'arrivais avec quand même de l'expérience sur ce sujet-là, des méthodes, des bonnes pratiques, des réflexes, parce que bon, ça n'engage que moi, mais je pense que le Canada est vraiment en avance sur la partie project management par rapport à ce qu'on peut connaître en France. Ah, c'est intéressant. Ça, tu parles au niveau des, je sais que là-bas, le PMP, enfin, les certifications sont assez importantes. Ouais, tout à fait. Le PMI est très très présent au Canada. Les gens se certifient. Beaucoup de postes pour lesquels on attend des chefs de projet qui ont cette certification. Alors, ça veut pas dire que c'est les bons chefs de projet parce qu'ils sont certifiés, mais derrière ça, les entreprises s'assurent que les gens parlent un langage commun, ils comprennent qu'il y a des procédures et des processus, qu'il y a des étapes clés, qu'il y a un positionnement clé. Et donc, c'est ça qu'ils vont chercher derrière. Le rôle de chef de projet aussi est différent. Ça veut dire que souvent on retrouve des chefs de projet qui ont vraiment leur fonction transverse. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de technique qui a évolué et qui vient gérer le projet en même temps d'être un expert technique, mais c'est souvent des gens qui ont ce rôle transverse de chef d'orchestre, pour lequel on n'attend aucun livrable technique. Ou alors, dans les plus grosses entreprises, il y a deux chefs de projet, dans le sens où il y a quelqu'un de technique et quelqu'un qui s'occupe à côté vraiment de la partie organisationnelle du projet. Donc, par rapport à ça, ils ont déjà un autre positionnement. Il y a beaucoup de VP en gestion de projet dans les entreprises, beaucoup de portefeuilles projets avec une vraie sélection des projets stratégiques. Là où en France, en tout cas à l'époque, ça n'existait pas du tout. Les gens savaient peu ce que c'était un portefeuille. La notion de direction de projet ou de bureau de projet était pas ou peu connue. Donc, il y avait un peu de retard sur tout ça. Donc, c'est ce qui t'a permis, du coup, cette avance, ça t'a permis de trouver un CDI finalement. Ouais, rapidement après, quelques mois après, effectivement, j'ai été embauchée dans une entreprise. Donc, c'était un groupement interentreprises qui travaillait pour des coopératives agricoles. Donc, ça leur permettait de mutualiser tout ce qui était fonction support. Donc, l'informatique, les ressources humaines, le contrôle de gestion et la partie projet. Et ils cherchaient quelqu'un pour implémenter un référentiel de gestion de projet au complet. Donc, ça allait du glossaire jusqu'au portefeuille de projet stratégique avec le conseil d'administration. Et donc, j'ai déployé ça pendant à peu près 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, l'entreprise était dans certaines difficultés, donc ils avaient décidé d'arrêter certaines fonctions support, dont la partie projet. En même temps, je venais de finir de tout mettre en place, donc c'est vrai que ils avaient passé un step et ils avaient pas forcément besoin de support par rapport à ça. Mais en parallèle, j'avais toujours continué mon côté auto-entrepreneur. Avec l'entreprise en question, pour laquelle j'avais formé au fur et à mesure du temps, commencé à développer la partie conseil en gestion de projet auprès des PME. Là, c'était vraiment dans la région lyonnaise. Et pendant 6 mois, j'ai continué avec l'entreprise pour l'aider à finir un très gros projet sur ce sujet-là. À partir de là, j'avais à peu près 3 ans d'expérience et j'avais le côté industriel qui revenait fort. J'ai une appétence produit, moi personnellement, pour les gens qui me connaissent, ils savent que par exemple j'adore les voitures, j'aime conduire. Le côté produit revenait un petit peu et je me suis posé la question si c'était pas le bon moment de, toujours avec mes compétences en gestion de projet, d'essayer de me rapprocher du monde de l'industrie pour pouvoir comprendre comment ça marche de l'intérieur, comment on réfléchit au produit, comment c'est conçu, on va dire plus en détail. Et c'est là où j'ai démarré dans une entreprise de conseil qui est spécialisée en gestion de projet à destination des industriels. Tout type d'industriel ou il y a une spécification? Non, tout type d'industrie. Auto, aéro, défense, énergie, vraiment tout type d'industrie. Tout type d'industrie, et c'est une entreprise, c'est toujours internationale, donc qui en plus a de belles références aussi un peu partout dans le monde. Là, j'ai eu des belles expériences. J'ai travaillé dans l'énergie, énormément dans l'automobile, et c'est là où finalement je me suis développée de consultante en gestion de projet à team lead, donc manager d'équipe opérationnelle. Donc ça veut dire chez un client, on a toujours une mission opérationnelle et on vient encadrer d'autres consultants et on fait le lien avec le client sur la qualité des livrables et les problématiques à résoudre, etc. au quotidien. Et c'était des missions en France ou tu te baladais déjà un peu partout Non, en France. L'avantage des entreprises de conseil, c'est que, en tout cas celle-ci, c'est que l'idée c'était pas de me promener partout. Par contre, moi, de par mon envie d'avoir des gros projets, j'ai déménagé par intérêt. Donc moi, j'ai commencé à Grenoble.
chez EDF à l'époque. Rapidement, je suis montée sur Paris parce que ça c'était fin 2013 et c'est vrai que Paris était de nouveau hyper dynamique avec ses secteurs d'activité variés. Et là, j'ai démarré dans l'automobile. À ce moment-là, chez Renault, où j'ai démarré comme consultante sur une mission. C'était un nouveau contrat pour mon entreprise, donc il y avait personne dessus, donc il y avait une vraie proximité client à gérer, une compréhension du besoin. Il fallait commencer à comprendre comment ça fonctionnait, à délivrer. Rapidement, l'équipe a grossi, donc je l'ai encadrée. C'est là où j'ai fait mes débuts d'encadrement et assez naturellement, j'étais plutôt à l'aise et j'ai vraiment aimé le côté onboarder les gens, les suivre, les développer, les responsabiliser. Et derrière ça, il y a eu l'opportunité de gagner un gros contrat en étant un partenaire privilégié de Renault sur tous les sujets planification. Et avec mon entreprise, du coup, on l'a gagné. Et c'est là où j'ai évolué sur une fonction vraiment managériale de business manager, où là, j'avais une responsabilité financière, une responsabilité de marge, on appelle ça un PNL, et aussi le job de continuer à développer l'entreprise en allant chercher des nouveaux projets stratégiques pour nos consultants. Et donc, tu as fait ça pendant combien de temps ? Eh bien, j'ai fait ça pendant 4 ans et demi, quasiment 5 ans à Paris. Et à ce moment-là, après avoir, c'est vrai, développé, je me souviens avec ma chef, on a démarré, j'étais la 35e chez Renault et quand je suis partie, en tout cas, j'ai eu l'opportunité de rebondir à l'international. On était à plus de 150. Donc, on a fait une super belle croissance. On travaillait dans toutes les directions techniques de Renault. Donc, un beau partenariat où il y a eu beaucoup de confiance et beaucoup de travail accompli. Arrivé début 2018, mon entreprise souhaitait ouvrir une agence à Toronto. Donc, il y avait déjà une agence à Montréal qui existait depuis quelques années. Montréal marchant bien, ils avaient décidé de se lancer à Toronto. Et c'est vrai que moi, j'avais terminé plus qu'un cycle à Paris et le manager canadien à l'époque s'est rapproché de moi. Il savait que j'avais passé quelques années au Canada. On m'a proposé de quitter Paris pour rejoindre Toronto et démarrer from scratch. Et j'ai saisi cette opportunité et 3 mois après, j'étais dans l'avion avec mes 2 valises et j'étais partie pour une nouvelle aventure. Et donc, c'est-à-dire que t'étais là pour ouvrir le bureau de ton entreprise à Toronto. Il y avait rien qui s'était fait avant. Il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de... Alors, il y avait presque rien. Il y avait pas de bureau, il y avait pas de clients. En fait, mon entreprise travaillait déjà avec Bombardier. C'était des missions qui étaient en lien avec Bombardier Montréal, parce qu'il y a une FAL qui est basée à Toronto. Donc, il y avait pour la partie transport ou la partie aéronautique. Donc, il y avait quelques consultants qui étaient détachés à Toronto. Le client à l'époque était montréalais et mis à part ces quelques consultants-là et puis un contact Bombardier. Pour le reste, nous n'étions pas connus et il n'y avait aucun client. Donc, l'avantage, c'est, je suppose que tu connaissais déjà un peu le pays quand t'es arrivé, donc au niveau culturel. Alors effectivement, je connaissais le pays. Alors je connaissais bien plus le Québec. L'histoire dit, pour ceux qui connaissent, que d'un point de vue business, le Québec et l'Ontario n'ont rien à voir. C'est vrai. La mentalité est aussi un peu différente. C'est vrai. Toronto, ils sont nommés le petit New York, c'est pas pour rien. Il y a une mentalité très très business. En plus d'être, alors tu le connais très bien parce que c'est là où on s'est rencontrés, mais la ville la plus cosmopolite, il y a énormément de culture. Donc finalement, j'ai quand même rencontré des challenges que je n'avais pas forcément identifiés. Et de toute manière, je pense que de toute façon, à chaque fois qu'on arrive dans un endroit, on imagine toujours qu'il y a des repères et des choses qu'on va comprendre et maîtriser. Mais de partout, il y a toujours des surprises. Même quand on est dans sa région natale, il y a toujours des surprises. Beau challenge pour moi. À ce moment-là, je pense que j'avais vraiment envie d'essayer de construire quelque chose en partant de zéro. J'avais appris énormément de choses en étant en France. Là, l'opportunité, c'est de revenir au Canada, un pays que j'apprécie profondément et qui m'a appris énormément de choses. Et puis, d'essayer de faire ce que je savais faire avec le challenge supplémentaire de la langue et du fait que, contrairement à la France, mon entreprise n'était absolument pas connue au Canada, je dirais, et encore plus en Ontario. Et justement, quand t'es arrivé, est-ce que t'avais un plan précis en tête en te disant je veux gagner un premier client dans les 3 mois, je veux embaucher des consultants dans les 6 mois. Enfin, est-ce que t'avais préparé ton arrivée comme ça ou tu t'étais dit je vais arriver sur place et puis je vais faire en fonction? Comment tu t'étais Non, business plan. Il y avait une vraie stratégie entreprise. Alors là, je l'ai pas fait toute seule. C'est quelque chose qui allait discuter avec le CEO de l'entreprise, avec le country manager qui était basé à Montréal. Il y avait un plan d'attaque qui est tout à fait cohérent, qui est déjà quels sont les comptes qu'on connaît déjà, qu'on travaille potentiellement ailleurs qu'au Canada, mais qu'on peut adresser aussi parce que c'est une entreprise qu'on supporte
dans d'autres localisations et qu'on pourrait aussi supporter en local. Donc un vrai plan par rapport aux industries connues, un plan d'action par rapport aussi aux projets. Je pense que ce qui est intéressant et ce qu'il faut comprendre quand on arrive dans une nouvelle localisation, c'est quels sont les enjeux de la ville, quels sont les grands projets, quelles entreprises travaillent dessus, qui permet de savoir où potentiellement il y a besoin de support. Donc tout ça a été construit bien évidemment un petit peu en amont de mon arrivée et puis rapidement à mon arrivée pour affiner le plan et puis se lancer. Et donc, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as réussi, entre guillemets, à ouvrir le bureau, à trouver des clients? Quels ont été les gros challenges que tu as dû rencontrer, du coup? Ouais, alors pour moi, il y avait déjà un challenge de la langue. Pour être honnête, mon niveau d'anglais était loin d'être parfait. Je pense que c'est ce qui aussi m'a décidé à partir en me disant qu'en me confrontant à ce sujet-là, il serait réglé entre guillemets. En tout cas, ça me permettrait de travailler à peu près de partout. Donc, il y a déjà eu un vrai challenge de la langue pour moi. Il y a eu un challenge dans les codes, comment les gens fonctionnent et comment ils aiment qu'on les adresse en termes de business. Voilà, les appeler, c'était pas forcément la bonne solution. Être très flexible et très créatif sur la manière de les voir, ça l'a été aussi. Comment marche le networking? Est-ce qu'il faut faire beaucoup d'events et être très présent ou est-ce qu'au contraire les gens font pas forcément de réseau? Donc ça a été aussi d'apprendre les codes de la ville et du pays et je dirais même apprendre les codes interculturels. Mmh. Parce qu'au final, moi, je m'étais jamais confrontée à travailler avec des interlocuteurs indiens ou des interlocuteurs chinois. Et en fait, chacun a ses propres codes dans le business. Et il a fallu aussi apprendre tout ça en même temps pour les approcher de la bonne manière et leur donner envie de rentrer dans la discussion. Du coup, tu as dû un peu essuyer les plâtres au début pour apprendre comme ça? Enfin, c'était concrètement... Ouais, concrètement, c'est ça, c'est essuyer les plâtres. Alors, c'est essayer, c'est essayer, réessayer, essayer de discuter avec des gens qui font du business, avec des gens que nous, on aimerait faire du business pour comprendre comment ils fonctionnent, s'il y a des approches qui ont mieux marché que d'autres. Donc, moi, j'ai essayé d'aller chercher énormément de conseils auprès de la communauté française parce que il y a énormément de Français à Toronto qui sont expatriés depuis des années ou qui vivent depuis longtemps ou qui sont dans des grandes entreprises. Donc, j'ai essayé d'aller chercher un réseau francophone qui pouvait m'aider à appréhender Toronto et ses codes. Et après, ça a été de tester, donc appeler, rappeler, faire des mails, se déplacer. Le meilleur moyen après, ça a été de tester et d'essayer d'avoir une capacité d'apprentissage la plus rapide possible. Et du coup, ton expérience là-bas a duré combien de temps? Alors moi, j'y suis restée un peu plus de 18 mois. Alors, elle aurait pu être plus longue. Après, pour des raisons, j'avais décidé de quitter. En 18 mois, il y a quand même eu de très belles réussites. Il y a eu des ouvertures de comptes stratégiques, notamment dans la pharma, dans le transport, dans l'aéronautique. Donc il y a eu des belles ouvertures de comptes sur des sujets qui étaient passionnants parce qu'il y avait des sujets de développement de nouvelles manufactures, des sujets de développement de trains et de trams autonomes. Donc des projets qu'on savait adresser en France et qu'au final on a réussi à convaincre des entreprises qui nous connaissaient pas, avec lesquelles on travaillait pas forcément, de nous faire confiance. Et du coup, au bout de ces 18 mois, tu décides de rentrer en France et de créer directement ton entreprise. Enfin, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est pas passé comme ça. Au bout de 18 mois, ma décision au départ était pas forcément de rentrer en France. Ma question, c'était est-ce que je poursuis au Canada ou est-ce que je rentre en Europe? Rapidement, je me suis positionnée sur l'Europe. J'avais des discussions notamment en Suisse sur pourquoi pas rentrer encore plus dans le monde de l'industrie. Donc pouvoir rejoindre une entreprise très industrielle et me rapprocher de la partie produit et de comment on peut développer le côté business à partir de là. Donc mon idée elle a été de rentrer à ce moment-là et en rentrant en Europe, c'est là où j'ai eu la discussion avec du coup Jean-Mathieu Schoun qui est mon associé aujourd'hui, qui lui a eu l'idée de lancer Supanoch. Donc Supanoch, c'est pas mon idée au départ. Okay. Jean-Mathieu, moi je l'ai rencontré dans le milieu professionnel. Donc on a été pendant 1 an dans la même entreprise. Quand moi j'étais basée à Toronto, lui il était basé à New York. Et c'est vrai que pendant toute l'année, on a eu l'occasion de collaborer ensemble sur différents sujets, des sujets business, achat, recrutement de consultants, transfert de consultants entre pays. Donc voilà, on s'était plutôt bien entendu professionnellement. On avait des méthodes de travail communes. Et Jean-Mathieu, en quittant, donc lui c'était à l'automne 2019, début de l'automne, du coup m'avait dit qu'il allait quitter l'entreprise et qu'il allait créer sa propre structure.
Donc lui aussi il avait décidé déjà de la faire en France. Exactement. Lui, il avait déjà décidé de quitter, de rentrer en France et de la lancer. Ça, c'est son parcours et c'est lui qui a lancé l'entreprise. Moi, quand je suis rentrée fin 2019, c'est là où on a l'occasion de se recroiser en France et où il m'a reparlé un peu plus en détail de son projet et qui m'a proposé de le rejoindre dans l'entreprise. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait en fait. D'accord. Est-ce que vous avez décidé tous les deux de l'endroit où était implantée l'entreprise, ça s'est fait naturellement ou Non, du tout. Il avait déjà choisi. C'est là où je te dis que c'est vraiment un alignement de planète. Concours du hasard. D'accord. Concours du hasard, en fait, effectivement, lui a choisi Annecy pour différentes raisons. Une raison familiale de base. Sa sœur est basée dans la région. Ses parents viennent s'y installer. Et il voulait garder une empreinte internationale dès le départ. Donc c'est vrai qu'en étant tout proche de Genève, ça permettait de garder un aéroport international de proximité. Et du coup, moi, quand je l'ai rencontré fin d'année 2019, il était déjà sur Annecy. Donc c'est vrai que c'est un alignement de planète parce que moi, du coup, je revenais dans ma région d'origine. Et du coup, comment s'est passé le début? Trouver des locaux, chercher des clients, comment vous avez fait? Alors, trouver des locaux, lui, il s'en était occupé. Il s'en occupait dans le timing où on s'est vu. Lui, de toute façon, il avait déjà l'ambition de prendre des locaux et d'avoir des locaux pour pouvoir démarrer et se développer. Et moi, je suis arrivée tout début janvier 2020 du coup. Et là, on a concrètement commencé. Alors lui, il avait déjà commencé à approcher des clients, bien évidemment, sur fin 2019. Mais c'est là où on a commencé la collaboration et avancer ensemble. Et du coup, les clients, est-ce que c'était des gens que vous connaissiez dans vos réseaux professionnels via vos différentes expériences, ou vous êtes directement cherché des clients qui étaient inconnus au bataillon? Eh bien les deux. Donc bien évidemment, on a commencé par ce que j'appellerais le réseau chaud. Donc c'est comment chacun avec son réseau peut faire connaître l'entreprise et aller chercher potentiellement des premières collaborations. Je pense que c'est indispensable dans le milieu professionnel, peu importe l'entreprise qu'on décide de lancer. Je pense que c'est une des clés de réussite pour se mettre en action et en mouvement rapidement. Et en parallèle, l'ambition c'était d'approcher aussi des clients qui ne connaissaient pas, et là on va dire bien plus locaux. Parce que l'ambition, c'était aussi de se développer en local. Donc, c'est comment on fait une analyse des entreprises du coin, taille, type, chiffre d'affaires, etc., pour adresser des personnes qui peuvent avoir besoin d'aide sur les sujets qu'on adressait. Donc, on a fait les deux en parallèle. Est-ce que ça a pris assez rapidement? Alors, oui, ça a pris assez rapidement. Donc, je remets le contexte. On est rendu, quand je démarre, en janvier 2020. Il y a une petite crise qui va arriver pas longtemps après. Exactement. Ça a pris rapidement. Pour la majorité des cas avec le réseau chaud, les gens qu'on connaissait. Et ça, c'est vrai que bien plus facile pour des gens qui nous connaissaient ou qui me connaissaient dans une vie antérieure de faire confiance. Et du coup, d'accorder du temps pour comprendre la démarche et le support approprié. Et bien évidemment, s'il y a un besoin de transformer. Et ça, c'est crucial de commencer par travailler ça. Il y a eu des premières touches très intéressantes avec des gens qu'on connaissait pas, qu'on a commencé à travailler. Et bien évidemment, est arrivé mars 2020. Et quand on s'est retrouvé confiné du jour au lendemain, sincèrement, je pense qu'on a perdu 95% du pipe qui a été lancé. On a fait comme tout le monde. Après, bien évidemment, la période 2020... elle a été extrêmement challenging. Alors, je sais pas si c'est ce que t'attends, mais elle a été challenging. Mais en tout cas, si on se place du point de vue entreprise Supanoch, elle a été extrêmement bénéfique pour nous et elle nous a permis de gagner du temps. C'est-à-dire? Je m'explique, ouais. Je pense qu'en général, les entreprises réfléchissent beaucoup, ajustent le modèle au fur et à mesure du temps. Et je pense que les premières années, on s'ajuste. Il n'y a pas le choix parce qu'on découvre, on rencontre des gens, on discute, on affine, etc. Là, nous, ça nous a obligés, entre, on va dire, mars 2020 et mai 2020, à réfléchir et à se repositionner extrêmement rapidement et à se remettre en question au travers de ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qui se passerait après, de quoi les gens auraient besoin comme support après, etc. Et en fait, on a enclenché cette réflexion bien plus vite que si il y en avait pas eu et qu'on aurait évolué au travers du temps. La chose qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est que on a gardé le lien avec nos clients, nos futurs clients, les gens avec qui on avait déjà échangé pendant toute cette période.
Déjà pour prendre de leurs nouvelles parce que on savait que c'était compliqué pour nous et on savait que c'était compliqué pour tout le monde, mais aussi pour comprendre comment ils sentaient, comment ça se passait, s'ils en étaient d'un point de vue business, qu'est-ce qu'ils pêchaient, forcément il y a eu des premiers sujets, forcément formation, coaching qui ont émergé très rapidement. Et du coup cette proximité nous a aidé à bien comprendre quels étaient les enjeux. Et où est-ce que les gens avaient besoin d'aide court terme et où est-ce qu'ils auraient besoin d'aide sortie de crise. Justement, en parlant de clients, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur leur secteur d'activité, sans donner des noms, mais... Ouais, bien sûr. Alors, au début, en termes de secteur d'activité, on a été très industrie. C'est notre background. Hein. Ça fait plus de 10 ans que Jean-Mathieu et moi, on évolue dans le monde industriel. Donc aujourd'hui, on adresse, on va dire, tout type d'industrie. De deux manières, soit en direct, donc on travaille aujourd'hui directement avec des grands industriels, soit on travaille aussi au travers d'entreprises de conseil qu'on supporte, qui elles vont être à destination la plupart du temps d'industrie ou du monde de l'IT. On fait aussi de l'IT du digital, donc par ce biais-là, mais aussi directement avec par exemple des éditeurs de logiciels qui eux ont pu développer des outils à destination du monde de l'entreprise. Donc aujourd'hui on est vraiment dans l'industrie et dans l'IT digital, on va dire au sens large. Donc avec ces gens-là, vous faites quoi, la gestion de projet? Vous les accompagnez avec leur grand compte pour les aider à développer le projet en interne, c'est ça? Alors le projet ou le business. Donc si je reprends un peu ce que j'essaie d'expliquer au démarrage, l'idée aujourd'hui c'est d'intervenir à 3 niveaux. On a un premier niveau stratégique. Donc il y a des entreprises aujourd'hui par exemple qui ont énormément besoin de business. La crise a mis un stop. Il y a des entreprises notamment locales qui travaillent énormément avec l'aéronautique. Qui faisait 80% de leur chiffre d'affaires. Donc là, du jour au lendemain, tout à l'arrêt. Et comment on fait quand ça fait 20, 25 ans qu'on n'a pas cherché de clients? On sait pas faire. Comment on fait pour rebondir et aller de l'avant et voir de quelle manière on peut potentiellement aider d'autres secteurs d'activité. Donc là, il y a tout un côté un peu, si tu veux, stratégique sur lequel on accompagne nos clients sur ce volet développement de business où au travers d'un outil qu'on a développé en interne qui s'appelle Stéthoscope, on peut faire un audit de comment ça se passe. Il y a 2 niveaux. Il y a un niveau stratégique et opérationnel pour comprendre où est-ce qu'en sont les gens d'un point de vue stratégique. Donc l'histoire, les cibles, le développement à 3 ans, 5 ans, etc. Et comment ça se passe d'un niveau opérationnel. Est-ce qu'il y a une gouvernance qui est mise en place? Est-ce qu'il y a une organisation qui est mise en place? Est-ce qu'on a une organisation de gestion de projet, du coup, d'amélioration continue de l'entreprise, etc., etc. Ça, c'est un axe qui permet de voir en fait où le bas blesse et de manière très réactive de travailler sur les sujets qui sont en risque. Le deuxième niveau, ça va être vraiment sur la partie formation coaching. Donc là, ça peut être d'un point de vue projet ou d'un point de vue managérial ou d'un point de vue développement de business. Là, c'est comment on va aider les gens à reprendre leurs fondamentaux. Typiquement, si je reprends l'exemple du business, une entreprise qui n'a pas été chercher du business depuis 20 ans, comment elle fait? Par quoi elle commence? Qui elle cible? Quel rythme elle se donne? Quels outils elle peut utiliser, etc., etc. Et ça, c'est intéressant. Donc ça veut dire que, parce que si d'un point de vue externe, ça c'est un peu bizarre, une entreprise, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas cherché de nouveaux clients et vous voyez ça assez fréquemment? Ça arrive, ouais. Dans l'industrie, aujourd'hui, ça arrive. Tout à fait. Ils sont tellement mono-industrie, que l'aéro, donc ils vivaient sur de l'acquis, en fait, c'est ça? Ils vivaient sur de l'acquis. Ils vivaient sur de l'acquis où il y avait un gros pourcentage qui était fait sur l'acquis. Et puis, quand les clients ont confiance, ça revient tout seul, en fait. Donc, des gens qui ont des produits, à la pointe de l'innovation ultra quali, mais qui n'ont pas l'habitude d'aller démarcher des nouveaux clients, d'expliquer qui ils sont. Des entreprises qui n'ont pas de site internet ou un site internet démodé d'il y a 30 ans. Ouais. Des gens qui n'ont pas de profil LinkedIn. Donc en fait, personne ne peut les trouver. Déjà, il y a ce premier constat de base. Je suppose qu'ils n'ont pas de service communication et marketing, du coup. Non plus, effectivement. Pas de service communication et marketing, effectivement. Et ça, après, on sait les orienter vers des partenaires qu'on a pu développer, bien évidemment, locaux, pour les cas qui sont locaux ou à plus grande échelle ailleurs, sur ces sujets-là qui sont pas du tout notre domaine, mais pour lequel on passe la balle à des gens qui sont compétents, qui sauront les aider là-dessus. Il y a aussi le cas des entreprises qui fonctionnent très bien, qui ont l'habitude d'aller chercher du business, mais en temps de crise, qui, si elles sont pas réellement organisées et travaillent pas dans le même sens, en fait vont perdre du temps et ne vont pas avoir la réactivité nécessaire quand il y a une période de crise et qu'on a perdu du business. Donc comment on peut reformer les gens avec des méthodes communes, des standards communs, qui va permettre à chacun de se réapproprier les bonnes méthodes et d'aller dans le même sens que l'entreprise. Ça, on en a vu aussi, on en accompagne aussi. La formation de standards, ça c'est sûr, c'est très important.
Et après, il y a le coaching. Le coaching qui marche très bien, nous on l'associe souvent avec de la formation. Donc nous on l'utilise en 3 volets. On a une partie formation fondamentale pour remettre tout le monde au même niveau. On a une partie workshop où là en fait on fait discuter des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, potentiellement pas sur les mêmes localisations, d'échanger sur des sujets stratégiques de l'entreprise et de pouvoir confronter leur manière de faire et leur permettre d'avoir vraiment un temps d'échange avec finalement un intervenant neutre qui n'est pas le hiérarchique, etc., et qui va permettre vraiment aux gens de débattre librement. Et enfin, la partie coaching qui permet en fait à chacun d'évoluer à son niveau avec son périmètre et ses enjeux. Et là, l'idée, c'est vraiment alors, entre guillemets, rendre capable, ça veut dire comment on aide les gens à s'approprier des méthodes et des outils et qu'ils soient proactifs en trouvant leurs propres solutions. D'accord. L'idée derrière, voilà, c'est pas du tout de perfuser les entreprises et les gens, c'est de les rendre autonomes le plus rapidement possible avec leurs propres outils qui font du sens dans leur environnement et dans le développement qu'ils veulent se donner. Et du coup, là, comment tu disais que la crise ça vous a forcé à vite, comment je dirais, affiner ce que vous proposez et là, on peut dire qu'on est sorti de la crise, mais on en voit un peu le bout du tunnel. Est-ce que comment ça se passe actuellement? Est-ce que tu sens un frémissement? Est-ce que vous avez plus de demandes? Ouais, exactement. Je te dirais depuis un gros mois, ça s'accélère. Il y a énormément de sujets qui étaient en discussion, des fois depuis des mois chez nous, qui se sont concrétisés et signés. Nous, le développement, il est vraiment à la hausse depuis, je te dirais, depuis 1 mois et demi. Les entreprises ont de nouveau confiance, elles se projettent. Les gens ont envie d'être prêts pour septembre, bien évidemment. Voilà, on n'est encore pas complètement sorti, mais il y a une vraie projection dans l'avenir et dans la reprise d'activité. Donc, ouais, je pense que effectivement, on tend à sortir du tunnel. Et du coup, pour Supanoch, est-ce que depuis le début de l'aventure, est-ce que vous avez recruté des gens? Enfin, quels sont les projets pour vous là à 3 à 5 ans? Ouais, alors depuis le début de l'aventure, on a recruté des gens. Donc actuellement, on est 5. On a déjà un renfort qui est prévu. Donc on sera 9 à la fin du mois d'août. On a encore prévu de se renforcer sur les mois à venir. La croissance se passe très bien. Aujourd'hui, on a la confiance de nos clients. Depuis le début, tous les clients avec lesquels on a commencé à travailler, on travaille toujours avec. Donc, je pense que c'est un vrai gage de qualité, de satisfaction, parce qu'il y a des gens qu'on accompagne toujours sur des sujets similaires qui peuvent être du recrutement, et il y a des gens qu'on a accompagnés sur différents sujets parce que les premiers sujets qu'on a traités avec eux ont répondu à leurs attentes et ils ont souhaité avoir notre support sur d'autres sujets stratégiques pour eux. Et c'est une question que je n'ai pas posée, mais est-ce que vous avez déjà des clients à l'étranger, enfin Europe ou autre Oui, international. Donc aujourd'hui, on a des discussions avec des pays qui sont plutôt côté Asie, où on devrait commencer une collaboration très prochainement. On a des clients côté Canada, pour lesquels on travaille déjà. Donc la stratégie de garder l'international, on l'a fait depuis le début, et on est ravis d'avoir déjà ouvert des pays internationaux en plus de travailler avec différents clients en France. Ça a l'air très très excitant tout ça, et on arrive au terme de cet entretien. Si tu avais un conseil ou une erreur à ne pas faire quand on lance un projet comme celui que tu as fait avec ton associé, qu'est-ce que ça serait? Alors déjà des erreurs, on en fait plein. Donc viser le sans faute. Je pense que si vous visez le sans faute, vous lancerez jamais. Nous, on a un slogan chez Supanoch, ça va être Shift Your Future. On l'a créé avec Jean-Mathieu. Je pense que ça englobe tout ce que je pense. En fait, il faut y aller. C'est-à-dire que si vous avez un projet et qui vous tient à cœur, il faut le construire, mais il faut y aller. En fait, c'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant qu'on prend de l'expérience. Et je pense que c'est important que les gens sachent que l'idée, c'est bien, mais ce qui fera la différence, c'est l'investissement et la capacité de travail qui va ensuite. Et c'est peut-être lever le verrou psychologique de se lancer? Ouais, je pense qu'il faut lever le verrou de se lancer. Après, se lancer, on n'est pas obligé de le faire tout seul. Je pense que notre exemple est parlant. Jean-Mathieu, au début, avait l'idée de se lancer tout seul. Et en fait, très rapidement, il s'est dit que tout seul, c'était bien, mais accompagné, les gens iraient beaucoup plus loin. C'est vrai, tout le monde n'a pas une capacité à travailler sur le long terme tout seul. Donc, si les gens ont vraiment envie de se lancer, peut-être qu'il faut qu'ils trouvent le bon ou la bonne partenaire pour le faire, qui leur permettra d'aller bien plus vite et d'être bien plus solide, parce que
C'est pas facile. Il y a des coups durs, il y a des remises en question, il y a des heures de travail, il y a des nuits de travail. Mais si vous êtes convaincu que ça va marcher, ça en vaut la peine. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ces conseils et puis on souhaite plein de succès à Supanoch. Merci beaucoup Xavier, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravi de vous faire partager ce moment avec notre invité. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. À jeudi!